Aujourd'hui, préparez-vous à plonger au cœur d'une histoire qui va vous glacer le sang. Une histoire où l'amour le plus pur se heurte à la trahison la plus ignoble. C'est l'histoire de Léa, qui était à quelques heures de réaliser son rêve, un mariage parfait avec l'homme qu'elle croyait être l'amour de sa vie. Mais la veille de la cérémonie, une vérité si cruelle, si choquante, lui a été révélée. Non seulement l'homme qu'elle allait épouser la trompait, mais il le faisait avec sa propre meilleure amie. Pire encore, leur trahison était un piège élaboré, bien plus sombre que la simple infidélité. Léa a alors fait un choix. Au lieu de s'effondrer en larmes, elle a choisi la vengeance. Une vengeance froide, publique et méticuleusement orchestrée pour frapper là où ça fait le plus mal. En plein hôtel, restez jusqu'à la fin car la chute de ce couple de traîtres est tout simplement spectaculaire. Allons-y. L'écho de leurs rires parvenait jusqu'à moi, étouffé par la porte en bois massif, mais amplifié par la trahison qui résonnait déjà dans mon âme. Dehors, le soleil de fin d'après-midi, doux et prometteur, illuminait le jardin où mes invités, une centaine d'amis et de membres de ma famille, se préparaient pour le dîner de répétition. Dans moins de 24 heures, je devais épouser l'homme que j'aimais. Un homme dont le nom, Marc, roulait sur ma langue avec une tendresse que je savais désormais falsifier. Un homme qui, à cet instant précis, partageait bien plus qu'une simple conversation avec ma meilleure amie, Chloé, dans la suite nuptiale que nous avions réservée pour notre première nuit en tant que mari et femme. Mon cœur battait un rythme irrégulier, une symphonie dissonante de peur et de colère. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tentais de lisser la robe de cocktail de soie vert émeraude choisie spécialement pour cette soirée. Elle était censée refléter la joie et l'espoir, mais elle me semblait maintenant un linceul avant l'heure. J'avais quitté la réception pour récupérer mon téléphone, oublié dans la suite. En réalité, j'avais besoin d'un moment, d'une bulle de silence avant le tourbillon de ma propre perfection. J'étais la mariée, la star du jour, celle qui devait irradier de bonheur. Je me sentais surtout comme une marionnette dont les fils étaient sur le point d'être coupés, l'exposant nue et vulnérable aux yeux de tous. L'escalier menant à l'étage des suites était somptueux, avec son tapis rouge profond et ses dorures étincelantes. Chaque marche que je gravissais me rapprochait du point de non-retour, de la fin d'une illusion que j'avais chérie pendant 3 ans. 3 ans d'amour, de projets, de rêves communs. 3 ans que Marc et Chloé faisaient partie intégrante de ma vie, l'un comme l'homme de mon existence, l'autre comme ma confidente, ma sœur de cœur. Elles s'étaient rencontrées par mon intermédiaire et j'avais été si heureuse de voir les deux personnes les plus importantes à mes yeux s'entendre si bien. Une amitié fusionnelle s'était nouée, à tel point qu'il était devenu impensable de ne pas avoir Chloé comme ma demoiselle d'honneur principale. Elle était là pour tout, pour m'aider à choisir ma robe, à organiser les fleurs, à gérer les invités. Elle était mon roc, ma complice. Et aujourd'hui, elle était ma tortionnaire involontaire, ou pire, intentionnelle. Lorsque j'arrivais devant la porte de la suite 304, la mienne, la sienne, la nôtre, les rires se turent. Un silence pesant, presque palpable, me glaça le sang. Un instinct primaire, celui de la survie, me souffla de faire demi-tour, de redescendre, de prétendre que je n'avais rien vu, rien entendu. Mais la curiosité, ce vilain défaut, me retint. Et si ce n'était rien? Si j'étais en train de me monter la tête? Les doutes étaient de mon côté. Après tout, Marc et Chloé avaient toujours été irréprochables, du moins en apparence. Je respirais profondément, essayant de calmer ma respiration. La poignée était froide, sous mes doigts moites. Je tournai la clé que j'avais dans ma petite pochette, puis j'ouvris la porte, doucement, sans bruit. La pièce était faiblement éclairée, les rideaux tirés laissaient passer juste assez de lumière pour ne pas être complètement dans le noir, et puis je les vis, ils étaient là, au milieu de la suite sur le canapé moelleux où nous avions imaginé nos premiers matins de jeunes mariés. Marc, mon fiancé, et Chloé, ma meilleure amie. Le monde s'arrêta. Mon cœur cessa de battre, le temps se figea. Le silence dans la pièce était assourdissant, brisé seulement par le sifflement de mon propre souffle qui s'étranglait dans ma gorge. Marc, torse nu, se penchait sur Chloé, dont la robe de demoiselle d'honneur était remontée jusqu'à la taille. Ses yeux, d'abord embués de plaisir, s'écarquillèrent d'horreur lorsqu'il me vit. Leurs bouches étaient encore à quelques centimètres l'une de l'autre, leur corps emmêlé dans une étreinte qui me fit vomir mon petit déjeuner mentalement. Chloé, les yeux fermés un instant auparavant, les ouvrit et rencontra les miens. Un mélange de panique et de culpabilité traversa son visage, mais ce fut la seconde où je vis une pointe de triomphe dans ses yeux, une fraction de seconde, mais suffisante pour me fendre l'âme. Ce n'était pas une erreur, c'était prémédité. Léa.
La voix de Marc était un murmure à peine audible, une imploration. Il tenta de se relever, de couvrir le corps de Chloé, de couvrir sa propre honte, mais ses mouvements étaient lents, entravés par la surprise et la panique. Je ne dis rien. Aucun mot ne pouvait exprimer la douleur brûlante qui me traversait, qui m'incendiait de l'intérieur. C'était comme si un couteau s'enfonçait lentement dans mon cœur, tordant, déchirant, ne laissant qu'un vide béant et sanguinole. Les images défilaient dans ma tête. Leur sourire complice que j'avais interprété comme de l'amitié, les regards échangés que j'avais crus innocents, les fois où ils avaient travaillé tard ensemble sur les détails du mariage. Tout prenait un sens nouveau, sinistre et cruel. Mes jambes refusèrent de me porter. Je reculai d'un pas, puis d'un autre, ma main cherchant un appui contre le cadre de la porte. Leur visage, déformé par la peur, me fixait comme deux lapins pris dans les phares d'une voiture. Mais je n'étais pas une voiture, j'étais un tsunami. Un rire rauque et brisé s'échappa de ma gorge, un son que je ne reconnaissais pas. C'était le rire d'une femme brisée, d'une femme trahie à l'endroit le plus sacré de sa vie. La veille du mariage, murmurai-je, ma voix tremblante m'est traversée d'une nouvelle force, celle de la rage. C'est audacieux ou incroyablement stupide. Leurs visages pâlirent encore plus. Le temps des excuses n'était plus, le temps des explications non plus. Il était trop tard, bien trop tard. Le couteau n'était pas seulement enfoncé, il avait tourné, et la lame portait les noms de Marc et Chloé. Mon regard se posa sur la robe de mariée, suspendue et majestueuse, derrière la porte de la penderie. Blanche, immaculée, symbole de pureté et d'un amour éternel. Un amour qui venait de s'effondrer en poussière, emportant avec lui tous mes rêves et toutes mes illusions. Je ne pouvais plus rester là. Je ne pouvais plus respirer le même air qu'eux. Je n'avais plus de larmes, juste un vide glacé qui menaçait de me consumer. Je me retournais, prête à fuir, à disparaître, à crier ma douleur au monde entier. Mais alors, quelque chose changea en moi. Une étincelle, petite et furtive, s'alluma dans les cendres de mon cœur. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas du désespoir, c'était de la colère. Une colère froide et déterminée, qui promettait une vengeance. Je me retournai une dernière fois, mes yeux fixant tour à tour Marc puis Chloé. Leurs visages étaient des masques de terreur. « Ne vous inquiétez pas », dis-je d'une voix calme, posée, qui me surprit moi-même. « Je ne ferai pas de scandale ici, pas encore. » Mon regard s'attarda sur les préparatifs du mariage éparpillés dans la pièce, le bouquet de roses blanches posé sur la table de chevet, les petits cadeaux pour les invités sur une commode, le livre d'or ouvert à la première page, des symboles d'un amour qui n'avait jamais existé en fait. « Continuez ce que vous faisiez », ajoutai-je, un sourire amer et faux étirant mes lèvres. « Après tout, c'est votre dernière chance d'en profiter. » Puis, sans un mot de plus, je refermai la porte derrière moi, le claquement résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence du couloir. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais une chose était certaine. Le mariage n'aurait pas lieu et leur trahison ne resterait pas impunie. La trahison avait un prix et je m'assurais qu'il le paie au centuple. L'innocente Léa était morte. À sa place, une femme nouvelle était née, forgée dans le feu de la douleur, prête à tout pour se relever et pour se venger. Je redescendis l'escalier, chaque pas résonnant avec une nouvelle détermination. Les rires du jardin me parvenaient encore, mais cette fois, ils ne me brisaient plus. Ils alimentaient la rage froide qui commençait à bouillir en moi. Le spectacle allait commencer et je serais la seule à tenir les ficelles. La lumière douce du crépuscule éclairait maintenant le jardin, projetant de longues ombres sur les convives insouciants. Je devais jouer un rôle. Le rôle de la fiancée heureuse, du moins pour le moment. Le temps n'était pas encore venu de révéler le drame qui venait de se jouer. Mais bientôt, très bientôt, le rideau se lèverait sur une vérité bien plus choquante que n'importe quel roman. Et quand ce jour viendrait, personne ne serait épargné par les conséquences. Pas même moi. J'allais devoir être forte, plus forte que jamais. Le poids de cette révélation écrasante était une nouvelle réalité, mais aussi un nouveau pouvoir. Et je savais que j'allais m'en servir. Je me tenais au bas des escaliers, le bruit des verres qui s'entrechoquaient et les éclats de rire familiers m'encerclant comme une moquerie. Mon cerveau, submergé par l'adrénaline et la trahison, fonctionnait désormais avec une froide clarté. Je n'étais plus Léa, la douce et naïve future mariée. J'étais une actrice, sur le point de donner la performance de ma vie. Le spectacle devait continuer, du moins jusqu'à ce que je sois prête à baisser le rideau moi-même. Je traversais la grande salle, mon sourire cloué sur mes lèvres, un masque de cire qui cachait l'incendie qui ravageait mon intérieur. Ma mère Clara m'aperçut la première. Elle était là, rayonnante dans sa robe de soirée, me faisant un signe de la main.
Léa, chérie, tu étais où? Marc te cherche. C'est le moment du discours de ton père, tu ne vas pas rater. Mon téléphone, maman. Je l'avais oublié à l'étage. Je m'excuse, dis-je, ma voix étonnamment stable. La maîtrise de soi, voilà mon nouveau super pouvoir. Mon père, Robert, se tenait près du pupitre, un verre de champagne à la main, sa moustache grisonnante tressautant d'excitation. C'était un homme d'affaires respecté, habitué aux négociations complexes. J'avais besoin de lui, pas pour le réconfort, mais pour sa logistique froide et son sens aigu du timing. Je me plaçais à côté de lui, mon bras s'accrochant au sien avec une affection forcée. Il me sourit, confiant et fier. « Tu es magnifique, ma puce. Dans quelques heures, tu seras Madame Dufour. » Dufour, le nom de Marc, un nom qui me donnait désormais la nausée. Le discours commença. Mon père parla de notre amour, de la solidité de notre union, de l'avenir radieux qui s'offrait à nous. Chaque mot était une piqûre, une douleur sourde et constante qui me rappelait l'ampleur du mensonge. Je hochais la tête, riais aux blagues convenues et cherchais du regard Marc et Chloé. Ils étaient descendus, miraculeusement propres et recomposés, à peine 10 minutes après moi. Ils avaient réussi à se fondre dans la masse, mais la pâleur sur leur visage, la façon dont leurs yeux se croisaient pour s'éviter aussitôt, ne trompaient que ceux qui ne cherchaient pas la vérité. Marc avait remis sa chemise, les cheveux légèrement en bataille. Chloé, dans sa robe de demoiselle d'honneur, semblait fragile, mais je voyais toujours cette lueur de triomphe dans son regard lorsqu'elle pensait que je ne la regardais pas. Elle se croyait tirée d'affaire. Elle avait tort. Pendant que mon père vantait la loyauté de Marc, je sortis mon téléphone, glissant mon pouce sur l'écran. Je n'allais pas faire de scène, je n'allais pas crier ni pleurer. Ce n'était pas mon style, et ce n'était pas la punition qu'il méritait. Il voulait l'humiliation privée et secrète. Je leur offrirais l'anéantissement public. Mon premier appel ne fut pas à un avocat ni à un détective. Ce fut à Paul, mon meilleur ami d'enfance, informaticien de génie et génie du chaos organisé. « Paul, c'est Léa. Tu es occupé ?» murmurai-je, m'éloignant légèrement de la foule. Sa voix, pleine de la jovialité habituelle, répondit « La veille de ton mariage ? Non. Je suis juste en train de me morfondre sur le fait que je ne suis pas assez bien pour être à la table d'honneur. »« Quoi de neuf, madame la future mariée ? J'ai besoin de toi, Paul. Immédiatement. J'ai besoin d'un service d'urgence qui implique un accès à distance, l'effacement d'une trace numérique et l'envoi ciblé d'une information au moment précis où je te le dirai. Ça doit être invisible. Invisible, Paul. » Ma voix se durcit sur les derniers mots. Un silence. Paul était assez intelligent pour comprendre que je ne parlais pas d'annuler une réservation de traiteur. « Ça sent le soufre, ton histoire, Léa. Dis-moi ce qu'il se passe. » « Non, pas au téléphone. Mais je peux te dire que demain matin, il n'y aura pas de mariage. Il y aura un massacre social. Tu peux venir, je suis à l'Hôtel Royal, suite 304. Maintenant, je prends mon ordinateur portable, je serai là dans 1 heure. Reste calme, Léa. Peu importe ce que c'est, tu peux t'en sortir. » Et donc ce P, raccrochant, je retournai vers la foule, le sourire toujours figé. J'avais gagné 1 heure. 1 heure pour agir comme la fiancée la plus heureuse du monde. Marc, sentant mon regard sur lui, se dirigea vers moi, l'air contrit et nerveux. « Léa, je peux te parler un instant ?» En privé. Mon cœur tambourinait. La colère menaçait de déborder, je devais la contrôler. « Oh, Marc, tu as l'air fiévreux. Tu as trop bu? Il est l'heure des vœux, non ?» dis-je, en le tirant vers la table. Il me pinça le poignet, ses yeux sombres. « S'il te plaît. »« Pas maintenant. Mon père vient de terminer, c'est à toi. Vas-y, fais ton discours. Dis-moi tout l'amour que tu as pour moi. » Mon ton était si doux, si innocent, que même ma mère nous regardait avec attendrissement. Mais dans mes yeux, il pouvait lire l'avertissement. S'il ne jouait pas le jeu, la scène commencerait là. Terrifié par mon calme glacial, il se rendit au pupitre. Et là, l'hypocrisie atteignit son paroxysme. Marc parla de la lumière que j'apportais dans sa vie, de la chance qu'il avait de m'avoir, de la loyauté et de la confiance inébranlable qui liaient nos âmes. Il termina le souffle court par « Léa est la seule femme que j'aimerai jamais. Demain, notre vie commencera pour l'éternité. » Les applaudissements éclatèrent. Les larmes me montèrent aux yeux, mais elles n'étaient pas de joie. Elles étaient le symbole de la mort de mon ancienne moi. Marc revint vers moi, un baiser sur ma joue, tremblant. « On doit parler, putain !» me siffla-t-il à l'oreille. « Après le dîner, mon amour. » Je mis mon bras dans le sien, son odeur, mêlée au parfum de Chloé, me hanta. Maintenant, nous devons impressionner les invités. Souviens-toi, on est le couple parfait. Mon plan prenait forme. Je devais identifier les points de pression.
L'argent, l'image sociale, la carrière de Marc. Marc était un cadre supérieur dans une grande banque d'investissement. Sa carrière était tout pour lui, son honneur, sa seule fortune. Il ne survivrait jamais à un scandale public, surtout impliquant son père, un actionnaire minoritaire important. Et Chloé venait d'une famille modeste. Elle vivait de ses petits boulots et de ma générosité, tout en prétendant être une artiste en devenir. Sa seule vraie ambition était d'avoir l'argent et le statut que je possédais. Pendant le repas, je fis les tours de table, riant, trinquant, acceptant les félicitations. Le temps passait et Paul, mon allié secret, arrivait. Finalement, Marc s'absenta disant qu'il avait une migraine. Je savais qu'il était probablement remonté à la suite pour régler son problème avec Chloé. Je m'éclipsai à mon tour, prétextant aller aux toilettes. Je pris l'ascenseur de service pour ne croiser personne. Quand j'entrai dans la suite, Paul était déjà là, branché sur mon ordinateur portable, une lueur d'inquiétude professionnelle dans ses yeux. Il avait vu ma robe de mariée. « Il y a une robe de mariée immaculée dans le placard, et tu as l'air d'une veuve noire. Accouche, Léa. » Je fermai la porte à clé et lui racontai tout, sans détour ni émotion, du murmure entendu dans le couloir à la scène sur le canapé. Mon récit était chirurgical, précis, dépourvu de sentimentalisme. Paul resta silencieux un instant, ses yeux fixés sur l'écran qui reflétait mon image. « Oh, Léa, je suis désolée, mais pourquoi ne pas annuler, faire une déclaration et en finir? C'est terrible pour toi. » Je pris place à ses côtés. « Non. Annuler maintenant, c'est me donner le rôle de la victime larmoyante et hystérique. C'est leur permettre de minimiser, de dire que c'était une erreur de jeunesse, une faiblesse d'un soir, et ils garderaient toute leur vie sociale intacte. » Je me penchai vers lui, mon regard était un puits de glace. Marc m'a trahi avec ma meilleure amie. Mon mariage est leur terrain de jeu, je vais leur rendre la pareille. Je veux qu'ils tombent ensemble, en même temps, sous les yeux de ceux qui comptent. Demain matin, à l'hôtel, c'est là que le chaos sera maximal. « Le plan ?» demanda Paul, ses doigts commençant à taper frénétiquement. Il avait basculé en mode stratégie. « Je veux une bombe à retardement numérique. Marc est obsédé par son image sur les réseaux sociaux et sa réputation à la banque. Chloé est obsédée par l'argent. » Je sortis mon propre téléphone. Marc est précautionneux, mais il a une habitude. Il utilise toujours le même mot de passe pour son compte bancaire personnel et ses réseaux sociaux privés. « Je le connais », je lui murmura le mot de passe. « Je veux que tu ailles dans ses messages privés. Je suis sûre qu'il a discuté avec Chloé. Nous avons besoin de preuves irréfutables qui prouvent la préméditation. Si je me fais prendre, je pourrais aller en prison, Léa. Je le sais. Et je suis prête à payer. Je t'offre ma maison de vacances, payée cash dès lundi matin. Et ton nom ne sera jamais mentionné. J'assumerai tout. » Paul me regarda longuement, puis hocha la tête, un sourire noir aux lèvres. « J'aime ton nouveau look, Léa. La vengeance te va bien. » Pendant qu'il s'enfonçait dans les méandres des communications cryptées de Marc, je m'occupais du second front, le financier. Je me connectais à mon propre compte. Pendant les fiançailles, Marc m'avait forcé à transférer une grosse somme d'argent dans un compte joint pour les imprévus du mariage, disait-il. C'était l'argent qu'il allait vider pour sa fuite ou qu'il allait utiliser pour couvrir sa trahison. En quelques clics, je rétablis l'autorité de mon compte personnel sur le compte joint, puis je fis un virement éclair vers un compte séquestre à mon nom. Le compte joint était désormais vide. Si Marc fuyait demain, il le ferait sans mes économies. « Bingo !» siffla Paul, me tirant de mes pensées. « Les messages, regarde ça !» Il pivota l'écran. Mon cœur fit un bond. Là, en noir et blanc, s'étalaient des semaines de messages, pas de simples messages amicaux. Des conversations salaces, des plans secrets pour me trahir, et le pire, un message de Marc daté d'il y a un mois. « On attend la lune de miel, chérie. Une fois que j'aurai récupéré la moitié des actions de son père, on se tire. Elle est trop bête pour s'en rendre compte. » La trahison n'était pas seulement physique, elle était financière, professionnelle et familiale. Il ne voulait pas de moi, il voulait les actions de mon père. C'était bien plus grave que je n'avais imaginé. Je n'étais qu'un pion. Et Chloé, une complice avide. Je pris une profonde inspiration, sentant l'amertume monter. Mon père. Il n'a pas seulement trahi ma confiance, il a trahi mon père. Mon plan devint plus sombre, plus urgent. La vengeance devait être triple, personnelle, financière et professionnelle. Paul, j'ai besoin que tu prépares un email groupé, un email à tous les membres du conseil d'administration de la Banque de Marc, un email à la presse People et un à chaque invité de demain. L'email doit contenir les captures d'écran que je t'ai données. La preuve de l'infidélité
et surtout la preuve qu'il voulait abuser de la fortune de mon père. Chronométrage, Léa. Demain, 10h30 précise, l'heure où je suis censée prononcer mes vœux. Pas une seconde avant, pas une seconde après. Je me levais, sentant mes jambes enfin fermes sous moi. Marc et Chloé étaient toujours dans la salle, en bas jouant la comédie. Je devais retourner jouer la mienne. Le spectacle continue, Paul. Jusqu'à l'heure, H. Assure-toi que cette bombe explose au bon moment. C'est la seule chose qui compte. Je laissai Paul dans la suite, seul avec les secrets numériques, et redescendis, le cœur léger pour la première fois. La colère s'était transformée en une détermination froide. Le mariage était sauvé. Non pas mon mariage avec Marc, mais mon mariage avec ma dignité. Et demain, Marc et Chloé, au lieu d'une lune de miel, auraient droit au jugement public. La nuit de l'attente. La soirée de répétition s'étira, lente et suffocante, chaque minute pesant une tonne d'hypocrisie. Après avoir quitté Paul, j'étais retournée au cœur de la fête, mon masque de fiancée radieuse plus solide que jamais. Je me suis assurée de passer du temps avec Marc, affichant une affection débordante. Plus je lui montrais d'amour, plus sa nervosité montait et plus il se sentait en sécurité. La peur qu'il avait vue dans mes yeux au moment de la découverte s'était transformée en assurance. Il devait penser que j'avais craqué, que j'étais retournée à mon rôle de femme soumise et que par peur du scandale, je me tairais. Il avait sous-estimé ma colère. Et c'était la plus grave de ses erreurs. Chloé était un fantôme d'elle-même. Elle me fixait par intermittence, essayant de déchiffrer mes pensées. Je lui souris, un sourire si sincère qu'il en devint glaçant. Je lui pris la main, chaleureusement, devant tout le monde. « Chloé, ma meilleure amie, je suis tellement contente que tu sois là pour ce grand jour. Sans toi, je n'y serais jamais arrivée. » Elle retira sa main, les yeux écarquillés, incapable d'articuler un mot. Mon père, amusé par la scène, rit. C'est vrai, Chloé a été votre ombre ces derniers mois, une vraie demoiselle d'honneur modèle. Oui, papa, modèle, confirmai-je, ma voix pleine de sous-entendus que seule Chloé pouvait saisir. Je venais de lui confirmer que je savais et que je jouais. La panique envahit son visage, la transformant en statue. Le jeu était désormais entre mes mains et j'aimais ça. Vers minuit, la fête se vida. Ma mère m'embrassa, les yeux brillants. « Tu vas te reposer maintenant, ma chérie. Tu as besoin d'être fraîche. Bonne nuit de sommeil. » « Bonne nuit, maman, répondis-je, sachant que ce serait la nuit la plus blanche de ma vie. Marc me raccompagna jusqu'à ma chambre, une suite séparée, tradition oblige. Dans le couloir, il me bloqua, son visage à la fois suppliant et autoritaire. « On ne peut pas attendre, on doit parler de ce qui s'est passé, je t'en prie, Léa. » Je posai mon doigt sur ses lèvres. « Chut, mon amour, c'est la nuit avant notre mariage, nous ne devons penser qu'à l'avenir. Ce qui s'est passé est une erreur, une faiblesse. On en parlera après la lune de miel. » Il se détendit visiblement, la lâcheté prenant le dessus sur le remords. Il avait réussi à m'acheter, pensait-il. Vraiment, tu me pardonnes si facilement ? Mon cœur se tordit. Il n'avait même pas l'honnêteté de feindre le chagrin. Il était juste soulagé de ne pas avoir à affronter le scandale. La trahison est une vilaine chose, Marc. Mais l'amour est plus fort. « Et je t'aime ». Je lui murmurai ces mots, sentant un goût amer dans ma bouche. « Maintenant va, et sois à l'heure demain. Ne me fais pas attendre à l'hôtel. » Il me sourit, un sourire plein d'un triomphe égoïste. « Je t'aime, Léa, plus que tout. » Il m'embrassa un baiser froid et vide de sens, puis partit. Je refermai la porte derrière lui. Il n'était pas allé loin. Je pouvais entendre ses pas lourds s'éloigner, avant de revenir quelques minutes plus tard. Il frappait à la porte voisine, la suite de Chloé. Il ne pouvait même pas attendre une nuit. La trahison était devenue une habitude. Je me jetai sur mon lit, non pas pour dormir, mais pour observer l'horloge. Le temps avançait lentement, implacablement. J'avais annulé toutes les prestations de coiffure et de maquillage pour le lendemain, prétextant une envie de simplicité. En réalité, je ne voulais pas d'une armée de professionnels bavards autour de moi quand la bombe exploserait. Je me connectais discrètement à un chat sécurisé pour contacter Paul. « Tout est prêt ? » Paul, le code est chargé. Le mail part à 10h30. Les serveurs sont prêts à l'explosion de trafic. J'ai inclus les messages de Marc et Chloé concernant les actions de ton père. Ça va lui coûter sa carrière. Et je me suis occupée de vider le compte joint. L'argent est en sécurité. Marc va se réveiller ruiné. Bien, et la presse ? Paul, la presse People et quelques journalistes spécialisés en finance sont sur la liste des envois. Ils vont adorer l'angle « Le financier véreux et la mariée vengeresse ». Parfait. Maintenant, dors et ne rate pas ton réveil. Moi, je vais veiller sur mon avenir. Je posai mon ordinateur. La nuit était froide,
mais mon cœur était brûlant. Je pris ma robe de mariée, cette merveille de dentelle et de soie. Je ne la portais pas. Je la contemplais. C'était l'incarnation d'un rêve brisé, mais aussi l'uniforme de ma victoire à venir. Je devais la porter jusqu'à l'autel, car c'était le seul moyen d'obtenir la justice. Au milieu de la nuit, je me levai. Je sortis de mon sac mon plan B. Pas un journal intime, pas une photo, un petit enregistreur numérique de haute qualité. Je savais que quand il allait me demander pardon, il tenterait de se justifier. J'avais besoin de sa confession, de sa voix pour confirmer la préméditation, mais il n'est jamais venu. Sa lâcheté m'avait frustrée, mais les preuves numériques de Paul étaient suffisantes. Je me préparais seule, lentement, méthodiquement. L'aube se leva, douce et trompeuse. Le jour du mariage, 8-0. 9-0. Les invités commençaient à arriver sur le lieu de la cérémonie, la magnifique cathédrale où mes parents s'étaient unis. L'excitation montait, palpable même à distance. À 9h30, ma mère frappa à ma porte, les yeux remplis d'une joie tremblante. Elle portait une robe élégante, le visage rayonnant. « Tu es prête, ma fille ? Le grand moment !»« Je suis plus que prête, maman. » Elle fut surprise de me trouver déjà habillée, parfaitement coiffée et maquillée. Je m'étais maquillée légèrement, juste assez pour masquer la fatigue de la nuit blanche, mais avec assez d'intensité dans le regard pour qu'il soit percutant. J'avais choisi un rouge à lèvres audacieux, un rouge sang. « Léa, tu es magnifique. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelée pour t'aider ?» J'avais besoin de ce moment de calme, de me recentrer. Elle acquiesça, émue. « Tu es une femme forte, chérie. Ton père t'attend. Marc est déjà là. Il t'attend à l'hôtel. 10-0. Le moment de partir. Je me regardais dans le miroir. La robe blanche m'allait à merveille. J'avais l'air innocent, virginal, éternel. J'étais le contraire. J'étais le chaos en tenue de cérémonie. Mon père, dans son smoking impeccable, arriva, la larme à l'œil. C'était la première fois que je le voyais si vulnérable. Je le serrais très fort dans mes bras. C'était la dernière fois que je pouvais être sa petite fille, avant de devenir la femme qui allait ébranler sa vie. « Tu es sûre de ton choix, Léa ?» murmura-t-il, un doute fugace dans sa voix. Je lui souris. « Plus que jamais, papa. C'est le choix de ma vie. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le compte à rebours était presque terminé. » 10-15, arrivé devant la cathédrale. Les cloches sonnaient, la foule était massée. Je pouvais sentir les flashs des photographes, les chuchotements d'admiration. Le faste de l'événement était écrasant. Et c'était précisément ce faste qui allait rendre l'effondrement si spectaculaire. Je pris le bras de mon père. La marche vers l'autel, la plus longue de ma vie. Je marchais lentement, mes yeux fixés sur l'autel. Marc se tenait là, dans son beau costume, un sourire nerveux mais satisfait sur ses lèvres. À sa droite, l'officiant. À sa gauche, Chloé, dans sa robe de demoiselle d'honneur, son sourire forcé peinant à masquer sa terreur. 10-5. Les invités se levèrent. La musique retentit. La marche nuptiale. Une musique de triomphe. Mon triomphe. Je marchais, le visage haut, les yeux fixés sur les miens. Je savais que, dans 5 minutes, le monde de Marc allait s'écrouler. Je savais que dans 5 minutes, ma propre vie allait basculer dans le scandale. Mais c'était le prix de la justice. J'atteignis l'autel. Mon père me tendit la main de Marc. Leurs mains s'unirent. Mon regard croisa celui de Marc. Il m'adressa un sourire silencieux de soulagement et de possession. Il croyait avoir gagné. 10-29. L'officiant commença la cérémonie, la voix solennelle. Nous sommes rassemblés ici, devant Dieu et cette assemblée, pour unir Marc et Léa. Mon cœur battait la chamade. J'entendais le bruit de mes veines, le murmure du vent, la respiration de la foule. L'officiant arriva au moment crucial. Maintenant, les vœux. « Léa, voulez-vous commencer ?» Je pris une grande inspiration, le silence se fit absolu. Mon regard croisa celui de Marc, puis de Chloé, puis de mon père. 10-30. Mon téléphone, glissé discrètement dans la poche intérieure de ma robe, vibra. C'était le signal. Paul venait d'appuyer sur le bouton. L'email était parti, la bombe était lancée. Je souris. Le moment était arrivé. C'est la fin de la 3e partie qui mène au moment crucial de la cérémonie. Le suspense est à son comble juste avant le début de la riposte de Léa. Le prix de la liberté. Je suis sortie de la cathédrale en robe de mariée, non pas en fuite, mais en conquérant. Les flashs des appareils photo crépitaient, les journalistes, alertés par Paul, se jetaient sur moi comme des vautours, mais je ne me suis pas arrêtée, ne leur offrant qu'une image de dignité glaciale. Mon père et ma mère, choqués mais solidaires, m'ont escortée vers la voiture familiale.
Le trajet de retour vers l'hôtel Royal fut un silence étrange, seulement rompu par le son incessant des alertes d'actualité sur le téléphone de mon père. Le scandale était déjà le titre de l'heure, la mariée vengeresse, l'amour fini à l'hôtel, un scandale d'infidélité et d'escroquerie. Le plan de Paul avait fonctionné avec une efficacité terrifiante. Une fois dans la suite de l'hôtel, loin du regard du public, le masque s'est finalement brisé. Je me suis effondrée sur le canapé, non pas en sanglots de tristesse, mais sous le poids de la tension et de l'adrénaline. Mon corps était épuisé, mais mon esprit était en paix. J'avais fait ce qui devait être fait. Mon père, ayant déjà passé plusieurs appels à son avocat, s'assit à mes côtés. Marc a été interpellé par la sécurité de l'hôtel, puis par la police. L'email que tu as envoyé, Léa, avec les preuves de son intention de fraude, est accablant, surtout en lien avec les transferts que tu as faits. Il est en garde à vue. Et Chloé, elle a disparu. Mais la nouvelle s'est répandue dans son cercle. Sa réputation est anéantie. Aucune galerie n'exposera son travail. Elle a perdu son emploi et son réseau social. Elle n'a plus rien. Je me sentais vide, sans joie morbide, mais avec un profond sentiment d'équité. Ils avaient voulu me voler ma vie pour leur propre ambition. Ils avaient perdu la leur. La reconstruction commença dès l'après-midi. Paul revint, épuisé mais fier. Il avait réussi à effacer toutes les traces de son intervention. Je lui fis un chèque substantiel, bien au-delà de ce que nous avions convenu, pour le remercier de son courage. Il accepta, non sans réticence, et me souhaita bonne chance. Le soir, ma famille se rassembla. Le dîner de mariage, initialement prévu pour la fête, devint une réunion de crise. Nous avons passé la soirée à répondre aux appels de soutien et à planifier la riposte médiatique. « Il faut que tu parles avant que Marc ne sorte sa propre version des faits », insista ma mère. J'ai décidé de suivre son conseil. Le lendemain matin, je me suis présentée dans un studio de télévision local, sans ma robe de mariée, mais vêtue d'un tailleur pantalon noir, symbole de ma détermination. Le visage sérieux, le ton posé. J'ai raconté mon histoire, de la découverte de la trahison à l'hôtel. Mais j'ai mis l'accent non pas sur la douleur, mais sur la résilience. J'ai découvert que l'homme que j'aimais me voyait comme un portefeuille et un moyen d'ascension. J'ai choisi de ne pas être une victime silencieuse. J'ai choisi l'honneur et la vérité. J'encourage toutes les femmes dans une situation similaire à ne jamais avoir peur de se défendre. Cette interview a transformé la perception du public. Je n'étais plus la mariée humiliée, mais l'héroïne qui s'était battue. Les messages de soutien inondaient mes réseaux sociaux. 1 an plus tard, la poussière est retombée, mais les cicatrices sont là. Marc a été jugé et condamné pour tentative de fraude et escroquerie. Les preuves numériques fournies ont été accablantes. Il a fait de la prison et a été radié de l'industrie financière, le laissant sans avenir professionnel. Chloé a tenté de me contacter une fois, par email, me suppliant de retirer ma plainte. J'ai ignoré le message. Sa trahison était personnelle et ne méritait aucune réponse. Elle a quitté la ville, coupée de tout contact, obligée de recommencer sa vie à zéro, sans l'aide ni l'argent des autres. Quant à moi, j'ai pris une décision radicale. J'ai vendu l'appartement que Marc et moi avions acheté ensemble et j'ai utilisé l'argent récupéré avec mes propres fonds, sécurisé à temps pour lancer ma propre entreprise de consulting, spécialisée dans la protection financière des femmes. J'ai mis mon expérience au service des autres. Le jour où j'ai officiellement divorcé de Marc, 1 an et 1 jour après le mariage manqué, j'ai organisé une petite fête avec mes amis les plus proches, ceux qui étaient restés. J'ai porté la même robe vert émeraude que j'avais mise pour le dîner de répétition, mais cette fois, elle rayonnait de ma véritable joie. J'ai trinqué, non pas à la vengeance, mais à la liberté retrouvée. À la fin de l'illusion et au début d'une vie vraie, ai-je déclaré, levant mon verre, j'ai appris que la confiance est un cadeau précieux et que parfois, pour se sauver, il faut être capable de détruire ce qui nous détruit. Mon mariage n'avait pas eu lieu, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, le respect de moi-même. Je suis revenue à la cathédrale quelques mois après. Elle était paisible, silencieuse. J'ai marché jusqu'à l'autel, là où mon monde s'était écroulé. J'ai souri. Cet endroit ne symbolisait plus la trahison. Il symbolisait ma résurrection. J'ai continué ma vie, plus forte, plus sage et plus riche, non pas seulement en argent, mais en caractère. J'avais survécu à l'impensable et je savais que l'amour viendrait à nouveau, un amour vrai cette fois, qui ne me verrait pas comme un moyen, mais comme une fin. Mais d'ici là, je m'aimais et c'était la seule chose qui comptait. Le prix de la liberté avait été élevé, mais il valait chaque centime, chaque larme et chaque minute de cette histoire. Voilà la fin de cette histoire déchirante. Marc et Chloé ont payé le prix fort de leur avidité et de leur cruauté.
Mais cette histoire n'est pas celle d'une simple vengeance, c'est avant tout celle de la résilience de Léa. Elle a transformé la plus grande trahison de sa vie en sa plus grande force, choisissant la dignité et la liberté plutôt que le silence et la soumission. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez une trahison aussi ignoble? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à nom de votre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires de cœur et de trahison. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau récit captivant.